Arroseurs arrosés, les bandits urbains pris dans le sac ont été punis par la police nationale. Curieux de savoir qu'ils ressentent eux aussi la douleur comme leurs victimes. L'ultimatum des 48 heures lancé par la MONUSCO a expiré depuis, mais à Goma, la population exige à la mission de passer à l'offensive en lieu et place de simples mots. En sport, c'est déjà la saison des championnats nationaux, cas de handball qui a ouvert des rencontres avec la Coupe du Congo. Antena, le journal, James Katambwa. En toute fin de journal, Natacha Bomongo et Djouzen Belebele, nous proposerons une page magazine sur les activités de l'entreprise Oil of Congo de l'homme d'affaires israélien Dan Gettler, activités qui ont eu lieu dans la province orientale. Le journal reçoit pour vous ce soir Monsieur Blaise Toumata, coordonnateur adjoint du groupe Adorons l'Éternel. Avec lui, nous parlerons, vous vous en doutez, de cette triste nouvelle qui a endeuillé toute la grande famille musicale congolaise, le décès d'Alain Moloto. Bonsoir, Monsieur Blaise Toumata. Je reviens à vous tout à l'heure. Bonsoir également à vous et bienvenue à cette grande édition du journal sur la chaîne de référence. L'ultimatum lancé par la MONUSCO aux groupes armés dans les deux provinces du Kivu a expiré depuis le 1er août dernier. Mais sur le terrain, la population n'en constate pas encore les effets. Pour savoir de quoi il en ressort au juste, nous avons joint il y a quelques instants notre correspondant sur place, Thomas Kabouya. La MONUSCO avait lancé un ultimatum qui a expiré le jeudi dernier à 16h à tous les hommes en armes de façon illégale dans la périphérie autour de Goma. Et la population considère que cela est une bêtise, est une blague et que cet ultimatum ne valait pas la peine. La société civile, par la bouche de son président, M. Thomas Mouiti, a aussi lancé un ultimatum de 7 jours à la MONUSCO pour qu'elle étende sa zone de sécurité sur les zones occupées aujourd'hui par le M23. Malheureusement, jusque-là, la MONUSCO ne bouge pas et on ne sait pas exactement si elle va s'attaquer aux positions rebelles qui n'ont pas bougé d'un centimètre au nord de Goma. Déjà le vendredi matin, les jeunes de Goma avaient commencé à lancer des pièces sur quelques véhicules de la MONUSCO, disant que l'ultimatum n'était qu'une fantaisie et qu'il fallait plutôt aller attaquer les positions de M23 et libérer les territoires abandonnés à la rébellion de Rutshuru et de Nyiragongo. Et en même temps, la population demande à Kinshasa d'arrêter les négociations avec le M23 parce que c'est au nom de ces négociations de Kampala que malheureusement la rébellion semble avoir une certaine légitimité et que la MONUSCO a du mal à l'attaquer directement. On constate que l'armée rwandaise a renforcé ses positions, a même creusé des tranchées. Il y a certaines armes qui sont même dirigées vers le Congo. Hier, déjà, la population de Birere allait se révolter et demander au Rwanda de retirer ses troupes le long de la frontière. Il a fallu l'intervention du maire adjoint de la ville et de la police pour calmer la population, mais c'est clair que le Rwanda est en état d'alerte maximale et la population de Goma le long de la frontière a peur. Donc c'est ça le vrai souci qu'on a par ici. Le reste, c'est encore ce statu quo et on continue à demander pourquoi le colonel Mamadou, qui avait une certaine supériorité sur le M23, ne se bat plus, ses hommes sont au repos. Pourquoi Kinshasa aurait donné un ordre d'arrêt de combat? Les concertations nationales continuent de faire parler d'elles dans la classe politique. Les dernières à s'exprimer à ce sujet, c'est le premier secrétaire du Parti socialiste en RDC, Daniel Mwananteba, qui a été reçu par notre confrère Eric Izami dans son émission Agora. On propose un extrait de cette émission. C'est l'esprit avec lequel d'abord nous nous mettrons d'accord sur la mouture finale de ces concertations et surtout l'esprit avec lequel les participants s'y rendront. Si la vision finale est de faire en sorte que tout concourt à bénéficier à la population, au bien-être des Congolais, on ne peut qu'être vainqueur parce que là même le Seigneur sera de notre côté. Mais si nous devons encore une fois
trouver au sein de ces concertations ou de ce dialogue national une opportunité personnelle pour rebondir ou se repositionner, c'est voué à l'échec. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle cohésion nationale, unité nationale, quand on parle de tous les termes qu'on peut utiliser, la finalité reste axée sur le bien-être des populations. Approche interculturelle du mode de transmission de droits humains chez les Bashi du Sud Kivu et c'est de compréhension du Ndaro Yabakulukulu, chant discursif traditionnel. Telle est la thèse soutenue par Bashige Jovit le vendredi 2 août dernier à l'Université pédagogique nationale au département des sciences de l'information et de la communication. Popol Ziakwa. De nos jours, le monde constitue un village planétaire. C'est déjà les siècles de la communication en vitesse. Pour obtenir son titre de docteur en sciences de l'information et de la communication, Bashige Jovit s'est attardé sur la communication interculturelle. Dans un travail doctoral de 379 pages, les récipiendaires étalent les liens qui naissent entre les différentes cultures au moyen de la communication qui nécessairement s'établit entre deux ou plusieurs communautés culturelles au regard d'un monde actuellement en connexion permanente. L'auteur n'a pas occulté la réalité de la communication de sa terre de Bashi au Sud Kivu avec les rapprochements de la culture occidentale telle que diffusée au moyen des droits humains codifiés. Bon, aux chercheurs, je peux souhaiter qu'ils fassent la même chose que moi, qu'ils aillent un peu plus loin, deviennent docteurs, qu'ils soient aussi reconnus dans les hauts milieux scientifiques du pays. Parce que le pays ne peut pas avancer sans les potentiels intellectuels. Il faut qu'ils avancent aussi, je les encourage. C'est pour l'auteur de dégager la richesse que les uns et les autres peuvent tirer dans une ou l'autre culture locale ou étrangère en soi. Après la soutenance publique, les membres du jury se sont retirés pour délibérer à huis clos. Au sorti, ils ont accordé une mention de grande distinction à Bashige Jovit pour qui le département des sciences de l'information et de la communication est tiré d'accueillir pour la relève. À l'occasion du 30e anniversaire de son ordination sacerdotale, l'abbé Joseph Lukelou a présenté son livre intitulé « Ma vocation ». Un don, une découverte et une histoire. Cet ouvrage a été baptisé par Monseigneur Daniel Landou le vendredi 2 août dernier à la paroisse Saint-Joseph de Matongé. Popol Ziakwa. Après une étude de longue haleine, l'abbé Joseph Lukelou a rassemblé dans ses volumes de souvenirs et réflexions sur le problème de l'Église, de la vie quotidienne de tout chrétien et de la nation congolaise en se basant sur la prière et les tâches que tout croyant doit remplir pour l'avancement de la nation. Ce livre a été baptisé par Monseigneur Daniel Landou. Nous espérons que ce livre aidera les jeunes, surtout les jeunes, à mieux apprécier leur vocation et à cheminer dans cet itinéraire. Et encore une fois, merci M. l'abbé. Sous la préface de Léon Saint-Moulin, ce livre est l'œuvre produite par les religieux tels que Monseigneur Boula Matadi, abbé Antoine Toto, Jean-Pierre Makamba. Enfin, la cérémonie a été agrémentée par la chorale Lux Mundi. Clôture ce samedi 3 juillet de l'année académique 2012-2013 à l'Institut supérieur des sciences de santé et de développement qui dirige les pasteurs Bouémé Debot Lomeka à Kassangoulou dans le Bas-Congo. 150 étudiants ont terminé leur cycle de graduat. La cérémonie des collations des grades académiques a eu lieu au stade Diogas à Kassangoulou. Mathieu Ngadipovi, Africa Mouchinga. Kassangoulou a vibré au rythme de l'Institut supérieur de sciences de santé et de développement ISSD qui a procédé à sa 7e collation des grades académiques dans ce 9 ans de fonctionnement. Au total, 150 étudiants ont bénéficié de 156 cours programmés pendant 9 460 heures réalisées.
Pour les responsables de ces grands projets de développement, investir pour la vie tout entière, c'est investir dans l'homme, c'est-à-dire lui former pour un développement durable. Le sous-développement, synonyme de misère, puisque c'est de cela qu'il s'agit, constitue le cheval de bataille de l'Institut supérieur de sciences, santé et de développement, qui, pour y parvenir, a choisi volontiers les filières incontournables qui contribuent au développement. C'est avec beaucoup de rigueur que le calendrier académique 2012-2013 a été appliqué. Les lauréats du jour n'ont pas manqué à exprimer leur joie. Je suis vraiment ravie. J'ai aimé avec ma distinction parce que pendant mes études, j'ai beaucoup souffert à cause des maladies. Il convient de rappeler qu'à l'Institut supérieur des sciences de santé et des développements, on forme 2 infirmiers A1, des techniciens des laboratoires G3, des accoucheuses A1 et des techniciens de développement G3 dans leur spécialité des gestionnaires de projets. Blaise Toumata, bonsoir. Vous êtes les coordonnateurs adjoints du groupe Adorons l'Éternel, groupe cher à l'illustre disparu Alain Moloto. Vous l'avez connu depuis très longtemps, 15 ans si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'Alain Moloto? En fait, merci beaucoup pour la parole. Ce qu'on peut retenir de lui, vraiment on a beaucoup de souvenirs. Donc tout le monde le sait, c'est qu'il a accompli dans ce pays, voire même à l'extérieur du pays, c'est qu'il a été pour l'Église Corps du Christ. En fait, c'était vraiment un serviteur de Dieu qui a marché dans la droiture, qui a servi le Seigneur comme il fallait et au travers de ses œuvres. Donc tout le monde peut savoir ce qu'il a accompli. En fait, c'est vraiment le corps du Christ. Le corps du Christ connaît vraiment ce qu'il a accompli. Voilà. Vous l'avez connu il y a 15 ans. C'était dans quelles circonstances? Parlez-nous un tout petit peu de cette rencontre. En fait, moi je l'ai connu d'abord à la radio Sango Malamo. Et puis on a fait une rencontre avec lui quand il a eu la vision de commencer avec le groupe Adorant l'Éternel. C'était par le biais de frère Franck Moulaja, comme on chantait avec lui à la chorale, la CPK Lemba, et il m'a contacté. Et puis il m'a présenté chez Papa Alain. C'était ce jour-là qu'on s'est vu, on a fait une prise de contact avec lui. Et depuis ce jour-là, c'était en 1998, je crois. Donc c'était ce jour-là qu'on a commencé. Donc c'est depuis 1998 qu'on s'est connu avec Papa Alain. Une question qui est pratiquement dans toutes les bouches, à Kinshasa particulièrement et en RDC en général. Parlez-nous un peu des circonstances de sa mort. Ça n'est un secret pour personne. D'ailleurs, sur la chaîne de référence, dans l'édition de 19h hier, on a passé un élément sur sa famille biologique. Il y a un de ses frères qui a parlé d'un empoisonnement. Vous confirmez cela? Est-ce qu'il y a eu déjà des examens médicaux qui ont été faits à ce sujet? En fait, c'est vrai, il a été empoisonné. Ça nous fait très mal, des rumeurs qui courent par-ci, par-là. En fait, il a été empoisonné à plusieurs reprises. Donc, c'était plus de 7 fois même. Et pour la dernière fois, il a été empoisonné, c'était le 28 avril, lors de la journée qu'on a toujours l'habitude d'organiser Eden, chaque dernier dimanche du mois. C'était le dernier empoisonnement. Mais vous donnez la date avec précision. Vous avez quelle assurance qu'il était empoisonné ces jours-là? Vous avez vu la personne qui l'a empoisonné? Bon, en fait, on ne peut pas quand même le dire ici. Mais en fait, ce jour-là, parce qu'il a chassé des gens juste qui étaient à ses côtés. Il a quand même suspecté les gens. C'était ce jour-là même qu'il a pressenti qu'il y a eu quelqu'un qui l'avait empoisonné. C'est juste après cela, et son médecin avait contacté, on avait constaté qu'il y avait encore une dose de poison qui s'est augmentée ce jour-là. Voilà, c'est terrible. On revient à vous tout à l'heure pour les programmes des obsèques et la suite. Les banditismes urbains ou phénomène Kuluna qui bat son plein dans la capitale Kinshasa.
a été une fois de plus à l'œuvre ce dimanche au stade de Martyrs de la Pentecôte. 2 groupes composés de 10 à 20 personnes se sont livrés à une bataille qui a poussé la police nationale congolaise à intervenir afin de maîtriser la situation. Patrick Borel-Moukendi. Construit dans l'idée des restes des cérémonies de haute facture, que ce soit dans les domaines sportifs, politiques, religieux et d'autres, hélas, ces derniers jours, le stade des Martyrs de la Pentecôte s'est transformé à un endroit où le banditisme urbain et l'insécurité règnent en maître. Comme ce dimanche, au moment où d'autres étaient à l'église ou à la maison, 2 groupes, l'un de Barumbu et l'autre de Kinshasa, se sont livrés à une bataille sans merci à l'enceinte du stade. Grâce à Dieu, parmi les gangsters des 2 communes contiguës, la police congolaise a pu mettre la main sur l'un malgré qu'il détenait une arme blanche. Surpris avec sa machette, torse nu par les éléments de la police, le jeune bandit s'est mis à verser des larmes de crocodile, signe d'innocence. Nous avons arrêté celui qui était armé pour sécuriser la population. La police d'intervention rapide ne tolérera pas ceux qui veulent créer le désordre. Mais ce que je regrette, c'est que cet enfant a choisi un mauvais endroit. Ici, bien au contraire, il allait suivre l'exemple de ces jeunes gens qui sont en train de pratiquer le taekwondo. Et peut-être ça pourra lui ouvrir d'autres horizons. Malheureusement, il a choisi un mauvais endroit. Et c'est bien normal que la police puisse mettre la main sur lui. Comme ça, il pourra s'agir et donner les leçons aux autres. Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Le jeune gangster qui était avec son groupe s'est retrouvé seul, jeté dans la jeep de la police, devant la population. Ces jeunes Koulouna pourront peut-être suivre à partir de leur lieu de détention l'exemple de ces autres jeunes délimités qui, eux, ont décidé de s'employer à tisser des raffias et plutôt que de passer leur temps à flâner. Ces artisans que l'on trouve au niveau de la 7e rue Limété ont donc décidé de lutter contre la pauvreté en se prenant en charge. Eliezer Mvouezolo. Ces images que vous voyez sont celles des artisans qui se trouvent au niveau de la 7e rue Lumété ou place commerciale. Dans leur lutte contre la pauvreté, ils ont décidé de s'employer en tissant de raffia et en réalisant différents articles. Ils recommandent à d'autres jeunes de leur emboîter les pas. Nous sommes à la 7e rue Lumété. Nous nous employons à faire de l'art, à tisser des raffias. Nous voulons que d'autres jeunes nous rejoignent plutôt que de devenir des bandits. Ils demandent aussi de l'aide de la part de l'État pour revaloriser leur création qui aide l'économie du pays. Pourvu que les autorités continuent d'encourager ces genres d'activités pour développer ces secteurs. Blaise Toumata, je reviens encore à vous. Les obsèques sont organisées comment actuellement où se tient la veille mortuaire? Okay, merci. Avant de répondre à cette question, j'aimerais encore prouver que Papa Alain Moloto a été a été empoisonné. Parce qu'il y a encore 3 ou 4 personnes qui ont été touchées par le poison, notamment dans le groupe Adoron l'Éternel. Notamment son 2e fils aussi. Il y a aussi le frère Clovis et un de nous qui s'appelle Michel aussi, qui sont en train d'être soignés présentement là. Donc cela prouve vraiment qu'il a été empoisonné. Et leur cas, ceux-là que vous venez de citer, sont comment? Désespérés ou Non, pas désespérés, on espère en Dieu, donc il y a encore de l'espoir, parce qu'on a remarqué ça un peu tôt. Donc là, ils sont en train de prendre déjà le soin. Voilà, donc les obsèques, je dirais, jusque-là, on est en train de proposer, parce qu'on attend encore sa sœur aînée qui est en Europe, qui veut à tout prix vraiment être là. On attend et je crois qu'elle arrive d'ici le mercredi. Mais jusque-là, on propose à ce que le corps sorte de la morgue le vendredi et puis on enterre ça le samedi. Et si Dieu le veut et que notre demande est favorable au niveau du ministère, donc je crois qu'on va exposer ça au stade des Martyrs. Une question un tout petit peu indiscrète pour revenir à l'empoisonnement. C'est cette chaîne qui se poursuit.
les groupes avaient affaire à des gens qui l'en voulaient. Vous avez des échos à ce sujet? Bon, en fait, il n'y a aucun problème. Nous n'avons de problème avec personne. C'est seulement le diable qui s'est levé pour combattre l'œuvre, croyant qu'ils vont effacer le nom de Gaël. Donc, et puis il y a même de menaces. Il y a des gens qui sont en train de nous menacer que vous allez tous partir. Mais bon, en fait, si c'est dans le plan de Dieu que tout le monde parte, nous partirons. Mais si c'est dans le plan des hommes, je leur assure qu'ils échoueront. Donc le groupe n'a de problème avec personne. Là, vraiment, je vous rassure. Vous êtes intact, pas de problème pour vous? Intact, pas de problème avec personne. Gloire à Dieu. Je reviens tout à l'heure pour la conclusion. Merci. La première semaine du mois d'août est destinée à l'allaitement maternel. La RDC en est à sa 21e semaine et la rédaction d'Antena a pensé vous rappeler l'hygiène de la femme qui allaite. Patricia Bassois pour le reportage. Toutes celles qui ont été mères savent le bonheur que procure l'allaitement au sein. Ainsi, ces moments ne peuvent aucunement être interrompus pour une raison quelconque que celle de l'hygiène. Avant d'allaiter au sein, il faudra s'assurer que les seins sont propres et savoir qu'au cours de l'allaitement, il n'y a pas de règles concernant la fréquence ou la durée des tétés. Ainsi, cela évitera des crevasses et des matistes qui mettent la mère mal à l'aise et rendent l'allaitement désagréable. S'assurer que l'enfant est en bonne position pour qu'il n'étouffe pas. La femme qui allaite doit manger équilibré et éviter toute nourriture qui constipe de peur de constiper le bébé. Tous les anticorps de maman passent directement au bébé. Un allaitement complet pendant au moins les 6 premiers mois de la vie peut réduire le risque d'allergie et des maladies comme l'asthme et la neurodermite. L'OMS propose l'allaitement maternel pour tout enfant du monde. Des recherches scientifiques démontrent que le plus longtemps l'enfant est allaité, plus nombreux et plus importants sont ses bénéfices. L'âge naturel du sévrage semble être entre 3 et 4 ans, voire même 7 en Inde. En sport, 16 clubs venus de toute la République prennent part à la 30e Coupe du Congo de handball qui a démarré aujourd'hui au stade de Martyrs. Suivez plutôt ce reportage. La cérémonie officielle de la 30e édition du championnat national d'handball de la RDC a eu lieu ce dimanche 30 août 2013 au complexe Unsor du stade des Martyrs. Certes, un défilé des équipes venues de 5 provinces qui prennent part à cette Coupe du Congo de la spécialité, à savoir les Katanga, les Bandundu, les Dekasa et la ville de Kinshasa, terre d'accueil. Nous avons des grandes échéances qui nous attendent. C'est comme ça qu'on a donné l'occasion à tous les athlètes, surtout aux côtés d'âme, de participer à cette édition. Je crois que nous attendons une belle performance technique sur tous les athlètes. Et déjà, nous sommes en train de suivre le match d'ouverture. Nous voyons que c'est un vraiment bon niveau. Donc, nous sommes déjà satisfaits déjà du premier match que nous sommes en train de suivre. Auparavant, le samedi 3 août 2013, au parquet du stade des Martyrs, quelques rencontres ont eu lieu. Et les résultats se présentent de la manière suivante. Le handball club Roué de Kinshasa a atomisé la formation des paniques de Bandundu 50-11. Le handball club Scorpion a battu son homologue de Kinshasa, le handball club Hirondelle 42-27. Le handball club Le Lion de la tribu de Jida de Bandundu a été crucifié par le handball club Mikishi du Katanga sur le score de 0-6-50. Le handball club Héritage de Bleu Vêtu a eu raison sur le handball club V-Club dans la version féminine sur la marque de 40-22. Voilà, on vous le disait en début de journal, c'est à présent l'heure pour nous de prendre cette page magazine que nous propose Natacha Bomongo et Jouzen Belebele sur cette entreprise Oil of Congo de l'homme d'affaires israélien Dan Gettler. Cette entreprise a convié un groupe de journalistes de Kinshasa à visiter ces compartiments dans la province orientale. Suivez. Après avoir survolé les aires Boyomé, la fondation Gettler et la délégation de la presse de Kinshasa s'étaient rendus finalement dans la localité de Kasseni à Bunia, où la société de pétrole Oil of Congo effectue de travaux d'exploration pétrolière dans le lac Albert. Considéré comme l'un des lacs le plus poissonnés au monde, le lac Albert dispose aussi d'importants gisements de pétrole et de gaz naturel dans ses profondeurs. Non, en fait, on est ici sur le lac Albert avec la société Oil of Congo qui est en pleine campagne de captage de données sismiques. Ça veut dire qu'on fait l'étude de sismologie sur le lac Albert pour connaître les couches de terre qui sont en bas, pour voir s'il y a des
des structures géologiques qui peuvent avoir des poches d'hydrocarbures. Et pour ce faire, nous utilisons deux méthodes. Il y a une méthode sur la terre et une méthode, disons, sur le lac, sur l'eau, une méthode marine. Et le bateau qu'on vient de voir a des canons à bord, mais c'est des canons pas avec de la munition, mais avec des canons avec l'air comprimé. On fait une pression de 180 bars et on lâche l'air. Une fois que l'air sort de ce canon qui est sous l'eau, en bas du bateau, il y a une explosion acoustique, une explosion qui fait du bruit. Et on peut considérer que c'est un mini tremblement de terre artificiel. Maintenant, le bruit va maintenant voyager à travers de l'eau, entrer dans le fond, entrer jusqu'à 2 km de profondeur dans la terre et parcourir plusieurs différentes couches et structures de terre qui vont donner des échos. C'est comme vous êtes dans une vallée, vous appelez très fort, après une seconde, vous avez un écho qui vous entendez votre propre voix. Alors le bruit qu'on fait revient. Et sur le sol, sur le lit du lac, il y a un câble de 1 km de long, et tous les 2 mètres, il y a un micro. Et le micro va maintenant capturer le son, le bruit qui retourne des différentes plaques, des différentes structures géologiques qui sont sous le lac. Maintenant, selon les différentes vitesses de retour des échos qui sont captés par les ordinateurs, nous pouvons interpréter ça et avoir une vue. En fait, on fait une carte sismique géologique de ce qu'il y a en bas, mais en profondeur jusqu'à 2000 mètres. Grâce au contrat de partage de production signé en mai 2010 entre le gouvernement central et l'association Capricat BVI et Foxwell BVI, la société Wolof Congo, financée à 100% par Dan Gertler et son groupe Fleurette, unit un nombre d'actifs naturels importants en Afrique, notamment en RDC. Dans cette partie du Congo, il a l'exclusivité de mener l'exploration dans le bloc 1 et 2 du Graben Albertine de 2010 à 2015, soit 5 ans avec un investissement de l'ordre de 60 millions de dollars américains. On fait beaucoup d'actions sur le terrain, comme vous avez remarqué, mais souvent les gens ne savent pas, les gens n'ont pas la connaissance de ce qui se passe sur le terrain. Et des fois c'est difficile pour qu'eux qui puissent concevoir ce qui est en train de se faire. L'exploitation du pétrole, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'années, comme on vous l'a expliqué par l'ingénieur lui-même qui faisait la présentation. Ça peut aller jusqu'à 25 ans. Mais les gens, même la population locale, s'attendent à ce que les résultats soient palpables en 2 ans, 3 ans. C'est impossible. Donc, il faudrait qu'il y ait de la patience. On y arrivera. Mais le travail se fait bel et bien sur les terrains. Depuis quelques semaines déjà, la société Wolof Congo a largué sur le lac les embarcations équipées de matériel scientifique haut de gamme pour effectuer des études sismologiques dans le périmètre du Graben Albertine. Wolof Congo, c'est une société de M. Dan Gertler. Il est l'actionnaire majoritaire. Il y a d'autres partenaires, mais il est l'actionnaire majoritaire. Et il convient de retenir que sur les 5 blocs que nous trouvons ici, le seul bloc qui est opérationnel sur le plan exploration, c'est Wolof Congo, justement pour ça. Et là, ça contredit un peu tout ce que nous entendons par rapport à l'inertie de M. Dan Gertler, par rapport à ses investissements qui sont parfois remis en doute. Aujourd'hui, nous sommes à Kasseni pour voir encore les projets d'investissement de M. Dan Gertler sur l'exploration pétrolière. Et comme je venais de vous le dire, c'est le seul bloc opérationnel pour le moment. Il y en a 5, il y a d'autres qui ont été attribués à Total et à d'autres. Mais pour le moment, le seul bloc où il y a des activités, nous sommes dans la phase sismique. Et nous venions de voir tout à l'heure sur le lac Albert, la société Tesla qui est en train de procéder à des levées de données sismiques qui vont permettre au laboratoire de pouvoir déterminer des données, de capter les indices qu'on va envoyer au laboratoire pour déterminer l'après-exploration. Néanmoins, il faut dire que les experts et scientifiques de Wolof Congo ont affirmé qu'en mars 2012, le Canadien Tesla a fini la première campagne sismique arrêtée à 400 km offshore avec 2 méthodes de canons à air. Ensuite, la deuxième campagne sismique s'est élargie jusqu'à 145 km de ligne sismique 2D de février au mois d'avril 2013. La troisième phase, elle,
est en cours et prendra fin en août 2013. En fait, on a fait 2 campagnes. La première campagne, c'était l'année passée, sur le lac aussi. On a fait 400 km. Et au bout du mois de mars de cette année, de 2013, on a fait la campagne sismique maintenant sur le terrain, ça veut dire sur terre, dans la vallée de la Semliki, où on n'a pas ces canons qui envoient l'oxygène dans le lac, mais on utilise des camions avec des vibreurs avec des poids qui envoient un signal de mini tremblement de terre de nouveau en profondeur et avec des câbles de micro aussi. Là, on prend pas le son qui revient, mais la vitesse du signal. Cette campagne s'est terminée et on a maintenant encore 350 km à faire sur le lac Albert. Maintenant, une fois qu'on a toutes ces données, on doit les interpréter et traduire dans des images 2D et 3D. Et jusqu'à la fin 2013, on sera occupé avec ça. Si maintenant les actionnaires sont réconfortés, qu'il n'y a presque pas de doute, mais pas à 100%, on a une grande chance, une forte chance pour trouver du pétrole. Jusque-là, 9 structures ont été déjà identifiées et cartographiées après la première acquisition, mais elles ont de grandeurs différentes avec comme un dénominateur commun la forte probabilité de contenir du pétrole. Il faut aussi relever que l'exploration pétrolière est un investissement à long terme. Il peut durer entre 5 et 6 années. Dans ce cas, Oil of Congo compte forer les 4 premiers puits en 2014 et 2016. Voilà, Blaise Toumata, on a presque fini pour ce soir. Un numéro de contact peut-être pour que la grande famille chrétienne vous joigne. Question de contribuer peut-être. En fait, il y a un compte spécial qui a été ouvert pour tous ceux qui aimeraient bien contribuer. En fait, j'ai plus le numéro de compte en tête, mais je donne quand même le numéro de contact. C'est le 081 417 48 00. Je reprends 081 417 48 00. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions Blaise Toumata, coordonnateur adjoint du groupe Adorons l'Éternel. Fin de cette session d'information. Grand merci à vous pour votre sympathique attention. Bonne soirée sur la chaîne de référence. Ce programme vous a été offert par RTL Mani, Bongo na Chombo.